Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est quand même bizarre les métaphores que vous aviez, vous avez, Cécile de Ménibus. Quelle métaphore? Non mais quand même il faut expliquer aux gens que nous parlions de Caroline Caillot qui aurait oublié de déclarer un certain nombre de choses et on a quelqu'un autour du studio qui dit c'est comme oublier une culotte chez quelqu'un. C'est bizarre que cette image vous vienne. Non mais c'est bizarre cette image. Pourquoi ça vous vient? Moi j'ai dit ça? Non, bien sûr pas vous. C'est impossible. Mais regardez cette tête d'ange. Oui, bien. Regardez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais comme chantait Michel Sardou, faut pas se fier aux apparences. Hein. Tu te souviens la sorcière bien-aimée? Excusez-moi. Donc d'abord on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Donc j'annonce officiellement à partir de maintenant, voilà, que tout ce qui est tu sera balancé à l'antenne. Moi je dis que vous aviez retrouvé votre culotte. Non, j'aime ce qui tu sera balancé. Ah, j'adore. On va se tenir. Tout va bien, les choses sont dans l'ordre. J'aime bien les choses ordonnées. Attention, les dossiers, ça va tomber. Tout de suite, le grand débat du jour. Il n'y a pas la Vosgienne ce soir. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et la guerre des ambitions des ministres peut-elle déstabiliser le gouvernement d'Elisabeth Borne? On vous propose cette question car ces derniers temps, plusieurs membres du gouvernement semblent vouloir faire entendre leurs divergences. Félix Mathieu. Et oui, chacun sa partition pour se démarquer de son voisin. Exemple, après l'ouverture d'enquête dans l'affaire McKinsey, Bruno Le Maire fut le premier au gouvernement à concéder sur France 3 que l'État avait peut-être été trop loin dans le recours au cabinet de conseil. Ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes, dans le fond, n'avaient pris sans doute trop l'habitude de dire l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Et vous, Olivier Véran, est-ce que vous feriez vous aussi un mea culpa comparable à celui de Bruno Le Maire? Question posée au porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé chez nos confrères, cette fois de France Inter. Pardon, je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination. Autre exemple de divergence, cette fois sur fond d'ambition municipale pour le futur à Paris. Interrogé sur les finances de la capitale, Clément Beaune, ministre des Transports, n'exclut pas sur CNews une possible mise sous tutelle de la ville. C'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le dire franchement, parce que d'abord, ce serait un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Négatif, mais pas exclu, donc assure Clément Beaune. Ce n'est pas tout à fait l'avis de son collègue ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, sur BFM TV. Je ne crois pas du tout que ce soit d'actualité. Les mises sous tutelle de communes, c'est rarissime. C'est quand vous avez une commune qui est manifestement qui refuse de voter un budget à l'équilibre. En l'occurrence, Madame Hidalgo a considéré que pour équilibrer son budget, elle allait augmenter très fortement les impôts des Parisiens. Un tacle à la maire PS de Paris, mais en même temps un plus subtil en filigrane à son collègue Clément Beaune. Les divergences comme ça pourraient bien monter en puissance au fil du quinquennat avec la montée aussi de l'enjeu de l'après-Macron. Merci beaucoup Félix Mathieu. Ils sont mignons tous les deux. Ils veulent tous être maire de Paris. Griveaux a fait ça. Rien ne leur sert à rien. Benjamin Griveaux a attaqué sa campagne municipale au début de la campagne municipale sur cet angle. Les comptes de la ville de Paris. Alors, regardez comment ça termine. Et de toute façon, c'est pas son affaire. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Mais ils sont mignons, Bonne et Attal. Et on peut déjà parier qu'aucun des deux ne sera maire de Paris. C'est ça qui est intéressant. En même temps, il n'y a rien que très normal dans ce qui se passe, me semble-t-il. D'abord, sur le plan politique, en général, c'est une banalité. Emmanuel Macron ne se représente pas. Donc, naturellement, des ambitions se manifestent. Et pour la mairie de Paris, il est évident que comme le disait Françoise, Beaune et Attal sont probablement candidats, ils veulent l'être en tout cas, et il est tout à fait normal que ces antagonismes relativement feutrés se manifestent également. On en aura d'autres, mais ça n'est pas ça qui fragilise profondément un gouvernement, me semble-t-il. Et avant je veux juste te dire bonjour avant de vous faire parler, Loïc. Jean-Christophe Gallien est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Restez avec nous, Loïc. Oui, non, je pense que, comme le dit Philippe, il est tout à fait légitime que les gens aient de l'ambition, et surtout pour un deuxième mandat. C'est ce qui pourrit les deuxièmes mandats de tous les... Donc il n'y a pas de problème. Donc on sait ça. On a déjà vu ça, ça pourrit. Bon. Alors c'est normal. Bon. Mais simplement, je crois que la fragilité du gouvernement actuel ne vient pas de là.
elle vient du fait que sur des sujets extrêmement importants, elle n'arrive pas à les dominer. Et le sujet le plus important pour moi, c'est le sujet énergétique et le fait que de l'ordre de 150 000 à 300 000 entreprises vont crever d'ici fin décembre et que rien n'est pris. C'est ça le sujet. Pour moi, le sujet le plus important, c'est celui-là. Et le fait qu'il ne soit pas traité fragilise, bien sûr, le Premier ministre beaucoup plus que les divergences sur des détails. Ça m'apparaît des détails. Alors, je crois qu'il faut arrêter de faire du buzz sur le détail et essayer de revenir au vrai problème. Alors, et le vrai problème, pour les entreprises, c'est ça, c'est la disparition de centaines de milliers d'entreprises. Alors, il y a déjà 20% des boulangers qui ont disparu, 20% des bouchers d'ici fin décembre, et puis ça va continuer. Oui. Parce que il est absolument impossible d'avoir, pour des entreprises, un budget énergétique qui passe de 1 à 6,5 fois plus important. C'est ça la réalité. Et cette réalité, il faut s'y confronter, et c'est la fragilité du gouvernement Borne aujourd'hui. Et bien, en tout cas, le message est d'un auditeur qui dit comment déstabiliser quelque chose qui est déjà plus que bancal. C'est drôle, c'est bon. Jean-Christophe Gallia, vous êtes d'accord avec cette analyse de Doc Sensimilia, un auditeur ou une auditrice, on ne sait pas, qui dit comment déstabiliser quelque chose qui est déjà plus que bancal. C'est bancal, ce gouvernement? Il y a une partie qui est bancale, celle qu'on connaît. Je dirais que le premier échec de ce gouvernement pour l'instant, c'est que je voudrais même parmi nous 5 là en l'occurrence, qui pourrait citer la moitié des ministres de ce gouvernement? Aucun de nous. Tu as raison. Vous voyez, donc en fait, la base de faiblesse, elle se situe. Alors peut-être que c'est pas une faiblesse d'ailleurs. Sur la volonté. La faiblesse, c'est que on ne peut pas citer et on ne connaît pas. La moitié, voire les 3/4 des gens qui sont aujourd'hui au gouvernement. Un ou deux, parmi ceux qu'on connaît, et il est bien naturel, et je reprendrai 2 des arguments, et j'en rajouterai un 3e. Il y a 2 que les uns et les autres essaient aujourd'hui d'exister. Alors ils essaient d'exister sur un terrain effectivement qui est celui non pas d'une inaction, mais une difficulté de traduire une action. Je ne doute pas un seul instant que les administrations et que le gouvernement de ce pays travaillent, mais il y a une vraie difficulté de traduire ça concrètement aujourd'hui, et c'est le premier point. Donc il faut bien qu'ils trouvent des espaces, et l'espace médiatique en particulier est un espace où on peut faire croire, ou en tout cas qu'on est en train de travailler. Deuxième point, c'est effectivement l'après-Macron. Le lendemain de l'élection présidentielle, on le dit ici et ailleurs depuis des semaines, eh bien oui, on rentre dans un autre agenda, et cet agenda propose à des acteurs qui ont de l'ambition, et parmi les 2 que vous avez cités, qui sont non pas des nouveaux, mais en tout cas des gens qui ont de l'ambition sur la ville de Paris, en l'occurrence, eh bien, ils le déclarent. Pourquoi? Parce que au cœur de cet après-Macron, il y a un agenda électoral qui commence avec les européennes en 2024, et puis qui, avant la présidentielle, celui qu'on connaît, l'agenda qu'on connaît, proposera les municipales. Et puis, il y a un agenda particulier qu'on ne connaît pas, c'est celui d'une éventuelle dissolution. Il faut donc se préparer et exister. Puis le 3e point, c'est effectivement assez classique dans l'histoire des partis politiques, et celui du président de la République, encore en titre, est un parti qui se structure. Il est normal qu'un certain nombre d'acteurs proposent des dynamiques d'ambition personnelle. Ça a été le cas parmi bien d'autres auparavant. Philippe Bilger, Françoise de Gois. Oui, avec 2 points. Vous savez, je rejoins Loïc sur la poisse du 2e mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Et d'ailleurs, plus on va avancer dans le temps de ce second mandat, plus on va voir que Emmanuel Macron va être contré, va être bousculé, va être secoué, parce que petit à petit, il ne pèsera plus rien. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que la contre-offensive, vous avez vu Jean-Jacques Urvoas, grand constitutionnaliste devant l'Intérieur, qui commence à jeter une pierre dans le jardin en disant qu'il pourrait éventuellement se représenter selon le flou constitutionnel sur la durée du mandat. C'est-à-dire que s'il dissout, s'il démissionne, il pourrait être réélu puisqu'il n'a pas fait 2 mandats complets. Apparemment, il y a une décision du Conseil d'État sur la Polynésie. Mais je pense que ça ne sort pas. Je connais Urvoas et toi aussi sur le bout des doigts. Je pense que Urvoas est en mission pour dire, en gros, mais c'est un problème pour le président de la République. C'est-à-dire que toute sa force ne réside que dans sa
capacité ou pas à être réélu. C'est valable pour Macron, ça a été valable pour Mitterrand, pour Chirac. Là, le rapport de force, il ne l'a plus. Quand je dis le quinquennat est terminé, il est vraiment terminé. Et ça va se voir de plus en plus dans la montée des jeunes loups. Il se trouve qu'il y en a beaucoup. Bruno Le Maire fait le malin maintenant sur McKinsey. Je rappelle que quand McKinsey est sorti 3 semaines avant les premiers tours d'élection présidentielle, il était d'accord pour dire que c'était une honte qu'on accuse le gouvernement là-dessus. Il fait entendre sa musique, surtout... je fais une parenthèse, il fait semblant de pas répondre à la question qu'on pose. Le problème n'est même pas le recours au cabinet conseil. Le problème est est-ce qu'il y a un renvoi d'ascenseur d'Emmanuel Macron à l'égard de ce cabinet parce qu'il a financé sa campagne. C'est juste ça. Donc Olivier Véran, on le sait par des indiscrétions, fait faire des sondages sur lui pour savoir si ce serait bien un candidat de gauche. Alors là, j'ai les poils qui se hérissent. Donc, tout le monde fait faire des sondages. Ça veut dire que le roi, petit à petit, est nu. Et c'est comme ça. Et c'est d'une certaine manière la malédiction du second quinquennat sur laquelle Emmanuel Macron ne nous aide pas parce que nous ne voyons pas où il veut aller sur ces 4 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de ces 4 ans? Moi j'ai repris la phrase de Bruno Le Maire complètement en dehors du champ politique en considérant qu'un ministre, enfin, disait que l'administration n'est plus efficace et que plutôt que d'essayer de la rendre efficace, on s'est mis à prendre des gens extérieurs. Et je pense qu'un des objectifs politique du ministre, en particulier du ministre de l'économie, c'est de dire comment avoir une administration efficace. Elle n'est plus efficace, elle ne fait plus son travail. Et en tant qu'industriel, je peux vous dire que l'administration que j'ai en face de moi ne fait plus son travail. Elle n'est plus administrative. C'est plus ça. Donc j'ai l'Adréal qui sont les gens de l'environnement, sont des militants politiques écologistes. Ils ont leur carte au parti écologiste, etc. Ils sont là pour etc. Donc, j'ai en face de moi des militants. Je n'ai plus en face de moi des gens de l'administration. Il y a des gens de la Direct, il y a des gens de l'industrie qui sont des gens extrêmement performants. Loïc, vous êtes un peu injuste de dire ça, franchement. Vous faites passer. Parce que, chère Françoise, vous n'êtes pas en face des gens tous les jours. Mais moi, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, donc c'est l'industrie. Vous avez bossé, mais vous ne bossez plus maintenant. Mais arrêtez, je vous assure que c'est ça la vie. C'est pas vrai, les fonctionnaires sont des gens... à l'Assemblée nationale, c'est fou. Non, mais il faut arrêter cette espèce de populisme à la mort moelleux. Jean-Christophe, est-ce que... Si, c'est populiste. Accordez, s'il vous plaît. Jean-Christophe, compte tenu des limites qu'on a décrites pour un deuxième quinquennat, la poisse, si vous me pardonnez l'expression, qui s'attache au second quinquennat, quelle pourrait être, à votre avis, la démarche d'un président pour ne pas compter pour rien, si j'ose dire, auprès de ses ministres, auprès de son environnement? Ce qu'il essaie de faire, par exemple, cette semaine, c'est-à-dire que pour le coup, son voyage à Washington est la seule ligne éditoriale dans le géopolitique qui lui permettra effectivement de sortir de la difficulté domestique nationale, c'est-à-dire que pour le coup, sur le national, c'est pas une malédiction, c'est la réalité des conséquences institutionnelles de la Ve République, c'est-à-dire que le lendemain, on est en régime parlementaire, on l'oublie toujours, le lendemain de cette élection cumulée, en plus, à une majorité relative. Et donc, il est en plus tenté à l'intérieur de bifurquer et d'aller vers la dissolution, ce qui serait à mon avis une erreur quant à sa trajectoire personnelle, parce que pour le coup, il n'aura pas de chance, même s'il y a des tentatives pour faire amener un 3e mandat. Donc le seul moyen, c'est enfin de rétablir une diplomatie française, une lecture géopolitique de ce pays, rétablir notre position en Europe qui est, pour le coup, moi je le vis tous les jours, est totalement aujourd'hui démembrée. On est vraiment, alors je parle même pas de l'affaire récente de ce pauvre bateau arrivé à Toulon qu'on n'a pas su gérer, je pense à quelque chose qui est beaucoup plus structurel. On n'a rien compris de la géopolitique européenne actuelle et j'ai un peu du souci concernant le continent africain, je parle même pas de l'Asie centrale et si plus on voyage plus loin, plus c'est compliqué. Donc, il a aujourd'hui une chance, c'est de rétablir ça. Et pour lui, pour son destin personnel, et pour le pays, pour la marque France, si on peut l'appeler un tel, c'est un point important et c'est la seule de mon point de vue. Et aujourd'hui, on attend encore quelque chose de concret là-dessus. Objection. Je suis très étonné que vous preniez cette option. Tous les seconds mandats des présidents de la République sont pour l'histoire.
Voilà, c'est pas simplement Emmanuel Macron. Et quand vous en parlez, vous faites comme si le gars venait d'arriver à l'Élysée, ça fait 5 ans qu'il y est. Et la position dégradée, je vous l'accorde, il y a qu'en France qu'on fait cocorico sur les plateaux pour dire que notre président est génial. Donc il y a une possibilité de revenir. Donc il y a une possibilité de revenir, il n'a pas tout perdu, il reste quelques mois encore. Attendez. Non mais je termine, tous mes copains dans les chancelleries veut dire se foutent de nous, parce que c'est aussi lié à la personnalité de la personne d'Emmanuel Macron, son arrogance poussée à l'extrême. Donc c'est pas comme si d'un seul coup il arrivait en disant tout est foutu, mais ça fait 5 ans qu'il fait ça, qu'il fait que de la diplomatie ou 50% de diplomatie. Moi je pense que quand je dis c'est une malédiction, c'est que le seul champ où c'est un narcissisme absolu, le seul champ qui reste à un président en second mandat, c'est l'international. Mitterrand a fait ça, Chirac aussi. Jean-Christophe Gallien, allez-y, répondez parce que malheureusement Françoise, il n'a pas fait que ça. Il n'en a pas fait beaucoup, il n'en a pas fait assez. En tout cas, il l'a mal fait. Et il s'est plutôt occupé, moi je suis pas d'accord avec vous, il s'est occupé des affaires françaises, il a été obligé de le faire d'ailleurs. Alors après, il l'a fait à sa manière, il s'est plutôt occupé des affaires françaises. Donc il est temps, non Françoise, pour le coup, moi je fais que ça en ce moment et je peux vous assurer que ça lui donne du boulot, il doit s'occuper enfin davantage de l'international pour la France. Loïc Lefort, la géopolitique, c'est un rapport de force. Le rapport de force est mauvais, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'économie qui marche. Et c'est parce que l'économie ne marche pas qu'il n'a pas de rapport de force. Donc il est dans l'impasse. Donc tant qu'il n'aura pas remis en fonction l'économie, tant qu'on ne sera pas vis-à-vis de l'Allemagne. Mais c'est pas la peine de me dire non, tu me diras non après. Donc déjà la première phrase c'est non. Non mais c'est non. Si jamais il ne reprend pas un rapport de force vis-à-vis de l'Allemagne dans le dispositif énergétique, il est foutu. Ah ça y est, tout commence. Mais c'est pas que ça. Mais ça n'est pas que ça. Parce que l'humanité a vécu avec une énergie abondante, bon marché et souveraine. À partir du moment où elle n'est ni abondante, ni bon marché, ni souveraine, elle est en difficulté. Loïc, nous sommes là, et c'est la réaction qu'il faut qu'il ait vis-à-vis de l'Allemagne. Il faut qu'il reprenne en main son économie pour pouvoir avoir un poids géopolitique. Le mot de la fin à Jean-Christophe Gallien. Juste le poids géopolitique, là où tu peux pas réduire ta Torah et ton alpha et oméga, Loïc, ça peut pas être l'énergie et la facture de 6 industriels. La France a des atouts, peut-être moins économiques sur l'Allemagne, mais nous sommes une puissance nucléaire. Nous sommes au Conseil de sécurité, et ça, c'est pas nouveau. Ça fait partie du rapport de force. Tu peux pas imaginer que le rapport de force, ce n'est que économique. C'est pas possible. Le rapport de force actuel est en sa défaveur, et je t'ai expliqué pourquoi. Mais ça, et tu ne veux pas l'écouter. C'est pas grave. Il est en défaveur de la France aujourd'hui pour une raison précise. Non, mais il est en défaveur depuis longtemps. Attal et Beaune, taisez-vous 2 secondes. Le mot de la fin. Jean-Christophe. Non, je veux pas être comparé ni à l'un ni à l'autre. Ils sont aussi désagréables l'un que l'autre. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Christophe Gallien, politologue. Merci beaucoup. Mais aussi, ils sont drôles. Les autres, ils sont pas drôles. Ils sont tirés à 4 épingles, on dirait les mêmes. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ce dossier. Ça, pour le coup, on peut pas dire qu'on est les mêmes. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va. On a notre truc. Et arrêtez de vous mêler de nos conversations. C'est de Vélibus. C'est quoi ça? Mon Dieu, les vrais voix, on va leur couper leur micro, comme ça on va boire du calme. Merci Philippe Bilger, merci pour tout ce silence. Mais il reste, hein. Ah non, mais moi je trouve ça passionnant. Voilà, on revient dans un instant, vous souhaite la bienvenue, ça gueule mais ça fait du bien. Allez, à tout de suite.